Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le lundi 12 décembre 2022, il est 10h30, on est ensemble pour une heure de direct et on sera là aussi demain à 10h30 et après-demain à 10h30 parce que Ma famille, ma vie c'est le lundi, mardi, mercredi de 10h30 à 11h30 en direct et vous pouvez aussi participer à l'émission en nous appelant au numéro suivant, le 021 23 98 91 021 23 98 91. Nous poser des questions, partager avec nous vos expériences, témoigner, on est là pour vous écouter. Alors le thème du jour est le suivant. Quels parents pour un enfant spécial? Quand les parents découvrent la différence de leur enfant à la naissance ou même bien plus tard, ils se retrouvent entraînés dans un univers inconnu qui laisse la famille sans réponse et en plein désarroi face à leur avenir. Un événement qui bouleverse la vie des parents, mais aussi de la fratrie. Avoir un enfant avec un handicap, comment dépasser le choc et accueillir cet enfant si différent de l'enfant qu'on a imaginé. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Dr Kautar Mazouz. Vous êtes pédopsychiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir. Et avec nous aussi Wahida Salim Sherif pour sa rubrique Wicher. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia, ça va? Ça va très bien et toi, tu vas bien? Alhamdoulilah, t'as passé un bon week-end? Très bon week-end et toi? Alhamdoulilah, super, très bien. Super. Alors, dans ta rubrique Wicher, tu vas nous parler... On va faire un petit quiz, on va dire. Un petit quiz. Oui. J'attends ça avec impatience. Moi aussi. Alors, beaucoup de parents pendant la grossesse se projettent justement de l'enfant, imaginant, ils ont l'enfant qu'ils veulent, ils ont en tête déjà l'enfant qu'ils veulent avoir, ils ont l'enfant fantasmé. Et quand ils se retrouvent, l'enfant qu'ils attendent, et quand ils se retrouvent face à cette annonce, justement, comment faire le deuil déjà de cet enfant qu'on aurait aimé avoir et finalement qu'on n'a pas? Oui, en fait, c'est très très dur. D'abord, commençons par définir c'est quoi un enfant fantasmatique. Ouais. C'est l'enfant sur lequel on fantasme, c'est l'enfant dont on rêve. Déjà, on se met à imaginer cet enfant dès que le bêta-HCG est élevé, oui. Dès qu'on est déjà enceinte. Et donc, on se met à imaginer et tisser des liens avec cet enfant qui n'existe pas encore réellement. On l'imagine beau, fort, parfois pilote, parfois il va épouser un prince, etc. Il ressemblera à papa ou il ressemblera à maman, il aura les yeux de tel ou tel. Oui. Exactement. Et là déjà, le deuil d'un enfant fantasmé ou fantasmatique est un processus normal. Déjà, on dit qu'il commence déjà avec la première vue à l'écran de l'échographie. Il y en a même des mamans qui sortent frustrées parce que c'est l'enfant monstre, il ressemble à un haricot vert, etc. Donc oui, déjà, vrai, on est choqués. À l'échographie, c'est clair qu'on voit, c'est pas comme dans les films, on ne voit pas un bébé déjà, dès la première échographie, on ne voit pas un bébé tout constitué déjà, on voit des choses. Tout à fait. Je ne sais pas comment les décrire. Oui. Et là, déjà, on se dit, c'est pas ce que j'ai vu à la télé. Parfaitement, exactement. Et donc, déjà, quand on met au monde un enfant, entre guillemets, normal, déjà, on commence à faire le deuil de l'enfant fantasmatique. Exactement. Parce qu'on l'imagine gros, assez corpulent, les yeux bleus, etc., comme on l'en voit dans les bébés de pub. Et en plus, c'est pas ce que l'on imaginait. Alors, surtout quand c'est le premier, non? Surtout quand c'est le premier. Parfaitement. En fait, l'histoire de l'enfant fantasmatique, c'est un processus tout à fait naturel qui se passe dans chaque grossesse. Donc, on ne peut pas s'empêcher de ne pas fantasmer sur un enfant. C'est dans l'inconscient, quoi. Mais en fait, ça, c'est pour l'enfant normal. Alors là, mettre au monde un enfant pas trop comme les autres, et différent comme les autres. Oui. Le deuil de l'enfant fantasmatique, oui. C'est difficile, mais on le fait. C'est la nature qui en a décidé ainsi. Et dire parfois, on dit même dans notre discipline que faire le deuil d'un enfant fantasmatique est parfois aussi dur, souvent aussi dur, que faire le deuil d'un enfant réel. Donc, il faut pas croire que c'est badin ou c'est anodin, mais c'est la croix et la bannière. Ce n'est pas facile de se détacher de ce rêve. Et encore, quand on a un enfant, et là, on sait déjà de manière prématurée qu'il ne va pas accomplir ce rêve. Non. Ouais. Et justement, est-ce que c'est un long processus, ce deuil?
ou ça se passe Ça dépend. Comment ça se passe? Ça dépend des parents? Cela dépend des parents, cela dépend de la nature du handicap et cela dépend de la manière dont on l'a annoncé. Ça dépend aussi il s'agit d'un handicap congénital ou un handicap qui a été occasionné par un accident ou autre. Donc tout cela joue un rôle. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe justement dans la tête des parents quand on leur annonce l'handicap de leur enfant, qu'il soit nouveau-né à la naissance ou bien plus tard, parce que ça arrive plus tard, surtout par exemple pour l'autisme, on l'annonce à 3 ans, voilà, donc, ou même pour d'autres, on va dire, pour d'autres types de handicap. Pour d'autres types d'handicap, on peut avoir un enfant qui va devenir sourd plus tard ou qui va avoir quelques petits soucis plus tard avec le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête des parents quand on leur annonce que leur enfant n'est pas l'enfant qu'ils attendaient? Quand on parle de réaction, il faut faire la part des choses. Là, on parle des réactions immédiates ou bien de réactions en différé. La réaction immédiate est indéniablement le choc. Vous savez déjà, je suis en train de vous dire que ce n'est pas uniquement le deuil parce que c'est un processus assez long. Oui. Mais on parle carrément de la blessure narcissique. La blessure narcissique, je ne suis pas le parent qui a pu avoir une descendance sans tard, entre guillemets. C'est ce qui se passe dans leur tête. Je suis inefficace, je suis incapable, ou parfois je suis la cause de ce handicap. Et donc il se passe beaucoup de... c'est un cocktail Molotov d'émotions, de sentiments, une série d'émotions très négatives bien entendu. Alors on commence d'abord par le choc, ils sont choqués. Ensuite ils sont dans le déni. Le déni, c'est aussi un processus, c'est une étape chronologique qui peut-être qui peut nuire à l'enfant, mais qu'il faudrait respecter. Parce que ce n'est pas facile d'accepter du jour au lendemain que cet enfant porte une tare, et encore faut-il dire irréversible. Oui. Donc le déni ou la négation peut vraiment durer. Par exemple, ils vous disent l'autre médecin n'a pas fait le bon diagnostic, non, il s'agit juste d'un petit retard qui va se régler, non, j'ai eu le cousin de mon mari, il s'est passé la même chose et tout est rentré dans l'ordre. Ça peut porter préjudice à l'enfant, ça peut nuire à son développement. Mais c'est une étape qu'il faudrait respecter. Ensuite vient ce qu'on appelle le détachement ou la dépression. Là, on sait qu'il s'agit véritablement d'un trouble et d'un handicap. Là, on est dans la vérité, dans la réalité de l'accepter, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et là, on peut vivre toute la palette du syndrome dépressif, allant du désenchantement jusqu'à la vraie dépression, où on traite carrément les parents. D'accord. Ensuite vient l'acceptation ou pas. Donc il y a des parents qui s'adaptent, il y en a d'autres que malheureusement n'arrivent toujours pas à accepter. Souvent on dit qu'il faut ce qu'on conseille, alors c'est à vous de nous dire si c'est une bonne chose ou pas, mais souvent on conseille les parents, ça c'est l'entourage, c'est la famille, peut-être qu'avoir un autre enfant va guérir vos blessures. Écoutez, l'enfant, justement, l'enfant, on va dire cicatrice, l'enfant pansement qui va guérir ce qui s'est passé avec l'enfant précédent. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'en fait, ça dépend de la nature du handicap. Souvent, quand il s'agit d'un handicap congénital, souvent la consanguinité est en cause. Donc, il faut faire d'abord un cancer génétique et peut-être que le prochain soit aussi malade ou porteur de handicap. Alors, en avoir un, c'est mieux qu'en avoir deux. Oui. Vous voyez, donc c'est un processus à faire. Et le deuil se fait à l'échelle personnelle. Ce n'est pas, on guérit pas sa blessure avec l'autre. C'est en faisant une introspection avec soi-même. On n'impose pas ça à un autre enfant. Non. On n'impose pas ce lourd fardeau qui est de guérir la maman, le papa, Absolument. la fratrie à un nouvel enfant. Tout à fait. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un sujet de notre journaliste Farida Benmouslem, et on revient tout de suite après. C'est un sujet sur l'autisme, justement.
Un trouble du neurodéveloppement qui apparaît chez certains dès la petite enfance et évolue tout au long de leur vie. On parle d'autisme. Ces caractéristiques varient d'une personne à une autre. Certaines souffrent dans la communication et d'autres dans le comportement. L'accompagnement des personnes autistes est aussi assuré par les associations qui représentent une part importante dans l'activité sociale. L'association Al-Ufuq est un exemple d'action dédiée à cette catégorie d'enfants. Porter de l'aide à ces femmes en détresse, les enfants en détresse, ils n'avaient pas où emmener leurs enfants. Vous savez qu'il y a des parents, son fils il arrive à l'âge de 4 ans, 5 ans, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il a exactement son enfant. Alors elle le ramène dans notre association et c'est là qu'on l'oriente. On lui dit, il faut y aller chez un pédopsychiatre, on va dire le diagnostic, les psychologues, j'ai ramené des compétences. Les orthophonistes, kiff kiff, les éducatrices, kiff kiff. Surtout ceux qui ont un bon cœur, qui aiment l'enfant. En parallèle de ces troubles neurodéveloppementaux, on observe d'autres aspects qui accompagnent et touchent le développement de l'enfant, comme l'anxiété, les difficultés d'apprentissage ou encore l'hyperactivité. D'où la nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire. Anis, bravo. أعطيني دوكا مربع أحمر. أحمر. Très bien. Top 5. Bravo, Alice. Après le pédopsychiatre intervient le psychologue, qui procédera à l'évolution psychologique pour évaluer les habiletés cognitives et adaptatives de chaque enfant. Après le diagnostic de pédopsychiatre, on a une prise en charge. Alors, généralement, les enfants autistes, ils ne sont pas stables. Alors, nous avons la stabilité d'abord, surtout. Parce que les mamans يشكي وتقول لك وليدي ما يقعدش ils sont pas stables du tout ما نقدرش نديه ما نقدرش alors نخدموا la stabilité باش نروحوا le contact visuel نخدموا le comportement parce que les enfants autistes ils sont trop perturbés. On travaille sur les capacités intellectuelles. Pour cela, on utilise des jeux éducatifs. Mohamed, نديروا لي كارت شوف هنا وشنو هذه moto très bien bravo. L'orthophoniste a un rôle important auprès des enfants. Il intervient quant à lui pour prendre en charge les troubles de communication afin de l'aider à acquérir et maîtriser l'expression et la compréhension. On travaille la communication, on travaille le langage réceptif et le langage expressif. Donc l'enfant doit comprendre d'abord pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse parler. Voilà. On doit travailler la perception, la compréhension, la mémoire et tout. On travaille la stabilité d'abord. Une fois que l'enfant est stable, il passe à l'autre classe. Et bien sûr, on a eu des enfants qui ont été même à l'école. Ils sont scolarisés maintenant. Donc, quand même, il y a une satisfaction morale qui se fait au fur et à mesure. Quand un enfant autiste bénéficie d'un diagnostic précoce avec une prise en charge spécifique en fonction de ses difficultés, il pourra alors acquérir les compétences nécessaires à son inclusion sociale. La prise en charge est très importante justement, il faut prendre en charge cet enfant. C'est pour ça qu'il faut l'accepter, faire le deuil et avancer pour l'accompagner et l'aider à se débrouiller ensuite dans la vie qui l'attend. Voilà, pour toute la famille. Oui. Même, justement, même les parents, je pense qu'ils ont besoin de se retrouver avec d'autres parents dans des associations comme on vient de voir dans le reportage où ils vont échanger leur savoir-faire ou leur vécu et essayer de se soutenir entre eux. Je pense que c'est vraiment important, n'est-ce pas? La parole libère. Oui, la parole libère et parler, c'est une thérapie aussi. Exactement, c'est une sorte de thérapie pour les parents, oui. Pour les enfants. On n'en parle pas assez, les enfants, justement. Mais avant de revenir sur les enfants, justement, je voulais revenir sur le diagnostic. Quand le diagnostic est posé et quand il faut faire l'annonce aux parents, est-ce qu'il y a des manières d'annoncer justement ça aux parents? Comment ça se passe avec le corps médical? Comment doit-il annoncer la nouvelle aux parents, soit à la naissance, soit plus tard? Comment ils doivent le faire pour que
que le parent ne soit pas trop choqué. Le parent sera choqué, c'est clair, mais qu'il soit plus rassuré, on va dire. Oui, indéniablement, il y a une manière de faire, soit dans la technicité, dans le professionnalisme de la chose, et aussi de la part humaine. On ne lance pas un diagnostic, on l'annonce. Et pour l'annoncer, il faut le faire dans les règles de l'art. D'abord, la première des choses, il faut s'assurer que le diagnostic est le bon. Bon, c'est vrai que la médecine est une discipline déontologique et pas conséquentialiste. Du coup, on est tenu par la cause. On fait de notre mieux pour savoir à peu près. Donc, on n'est pas dans l'exactitude parfaite. Mais on essaie de faire de son mieux, d'être sûr au moins du diagnostic pour pouvoir l'annoncer. Et la deuxième des choses, il faudrait impérativement, quand je dis impérativement, dans la mesure du possible, que les deux parents soient présents. Parce que non seulement on va traumatiser un parent, et on va encore, quand il est seul, et on va encore le charger d'informer le partenaire, qui est une très très lourde responsabilité. Et donc, l'on dit souvent que même une feuille d'un arbre devient plus légère en la portant à deux. Et donc, si on le fait à deux, ça devient plus supportable. Annoncer aux deux parents en même temps, qu'ils soient présents tous les deux, être sûr du diagnostic, qu'il n'y ait pas de doute. Que le doute soit vraiment minime. Absolument, qu'il soit minime. Et encore, avoir de l'empathie. Vous savez, c'est vrai que j'ai parlé au début de la technicité dans le sens où cadrer la chose, mais il y a aussi de l'humain, il y a aussi de l'approche humaine, elle est spontanée. Être simplement dans l'empathie, s'imaginer à la place de l'autre, comment il aurait réagi, et être attentif aux signes. La mimique, déjà, est parleuse. Quand on est psychiatre, vous savez, tout parle, il n'y a pas uniquement la bouche. Exactement. La mimique, les yeux, les gestes, le comportement, donc être attentif à ça. Et quand on commence avec empathie, c'est-à-dire empathie, le psychiatre algérien n'utilise pas la même méthode qu'un psychiatre en France et qu'aux États-Unis, parce que le culturel, il joue quelque chose. Exactement. Nous, on a souvent recours à la religion, quoi que ce soit une vérité pour moi, mais ce n'est pas la vérité de l'autre. Par exemple, on a recours à dire c'est la patience, c'est la volonté de Dieu, etc. Et voilà. Donc, on commence par un cadre empathique. Ensuite, on commence, dès lors, on commence l'inauguration de la psychoéducation. La psychoéducation, c'est définir le trouble. Oui. Définir le trouble avec des mots clairs, vulgarisés, sans utiliser le jargon médical, et être précis, et surtout parler à peu près approximativement du pronostic. Il ne faut pas choquer le parent, oui, mais il ne faut pas non plus lui vendre du rêve. Exactement. Donc, quand c'est chronique, il faut leur dire que c'est chronique. Mais il faut choisir juste les mots avec tact. Oui. Au lieu de dire non, il est condamné, on dit non, il pourra, ou peut-être il pourrait utiliser le conditionnel, pourquoi pas. Oui, souvent, c'est vrai que souvent, c'est des histoires qu'on écoute un peu autour de nous, où on dit, voilà, cet enfant ne pourra pas aller à l'école, ou cet enfant, voilà, le médecin m'a dit que cet enfant ne vivra pas jusqu'à tel âge, ou jusqu'à tel âge, ou que cet enfant ne pourra pas s'adapter à la société ou autre, alors que dire que si vous l'accompagnez, si vous allez l'aider, c'est un travail qu'on va faire en équipe. Si on oriente aussi les parents vers des associations, vers d'autres spécialistes aussi qui pourront aider l'enfant à évoluer, rien n'est immuable, tout peut changer. Donc du coup, ça serait déjà un pas vers une solution et peut-être une acceptation plus rapide. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, en tant que pédopsychiatres, lorsqu'on a surtout les troubles neurodéveloppementaux et quand ils sont assez envahissants, c'est vrai que c'est dur, à accepter et c'est dur aussi pour le professionnel d'annoncer, c'est pas facile. Ben, j'imagine, oui. Alors, il faut aussi choisir les mots et choisir les euphémismes qu'il faut pour atteindre l'idée de manière claire et en même temps porter espoir à ces parents. Au lieu de leur parler d'un problème, on leur parle d'un défi. Et on pose le problème tout de suite, on propose une solution. Une solution, voilà. On ne pose pas un problème, on donne directement une solution. Absolument. C'est la meilleure des... chaque parent a sa manière de réagir. Il faut le dire. Il y en a qui sont dans la surprotection, il y en a qui sont peut-être dans le déni, ça arrive, c'est clair, ou dans le rejet. Alors, quelles sont les conséquences sur le lien parent-enfant ?
Bon, déjà, la réaction parentale, c'est vrai qu'elle varie d'un parent à un autre, mais ça reste dans l'humain, ça reste prévisible. Quand on est dans le déni, il y en a qui agissent tellement mal qu'ils voudront carrément rompre le lien parent-enfant, qui voudraient carrément abandonner leur petit. Et il y en a d'autres qui se surinvestissent avec cet enfant au point d'en oublier les autres enfants de la fratrie. Carrément, on aperçoit l'impact est là. Même sur le plan économique, il y en a des femmes qui abandonnent leur carrière, des parents qui font des aménagements de poste, on fait des déménagements pour se rapprocher à un centre de soins ou de prise en charge, etc. Donc l'impact est là, il est indéniable. Mais sur l'enfant, ça peut être néfaste dans les deux extrêmes. Donc soit on le rejette, et on ne veut plus de cet enfant, soit on se surinvestit avec lui au point d'en oublier les autres, et soi-même aussi. Voilà. On va parler des enfants justement, de l'impact sur les enfants, sur la fratrie, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. On parle souvent de l'enfant qui est porteur d'handicap ou de maladie, on parle aussi des parents, de la maman, du papa, mais on ne parle pas souvent, pas assez de la fratrie. On va en parler, mais juste après ceci. Tellement mignon, c'est toujours adorable de regarder des enfants. Dr Hanan Wael nous a rejoint. Bonjour Dr Hanan Wael, vous êtes psychologue, merci, d'être venu, d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci pour l'invitation et merci d'avoir pensé à évoquer un sujet aussi sensible et important. Exactement, on essaye de parler de l'importance. Souvent, quand on a un enfant qui est porteur d'handicap ou qui a une maladie, on s'intéresse qu'à l'enfant et on oublie un peu l'entourage, on oublie, même si on n'oublie pas toujours les parents, même si on en parle un petit peu, on va dire qu'on va plus parler aux parents, plus parler à la maman, lui dire quoi faire, lui dire responsabiliser les parents, mais on oublie souvent aussi les enfants et l'impact que ça peut avoir sur les enfants. Exactement. Voilà. La famille, c'est un pilier très important, déjà pour la bonne prise en charge et le suivi de cet enfant qui présente une difficulté. Donc, c'est primordial que la famille soit équilibrée, accompagnée pendant tout le parcours. Très bien. Donc, nous sommes arrivés aux enfants, justement. Comme je le disais, on parle souvent de l'enfant qui est porteur d'un handicap ou d'une maladie, mais on ne parle pas souvent de la fratrie, on ne parle pas assez de la fratrie. Quel impact ça peut avoir sur la fratrie d'avoir un petit frère ou un grand frère qui est porteur d'une maladie ou d'un handicap ? C'est vrai qu'on prête souvent pas assez d'attention à la fratrie, quoique ce soit très très important. Parce qu'en fait, surtout quand il s'agit d'une fratrie mineure, c'est-à-dire des enfants comme le porteur du handicap, alors il y a aussi des séries d'émotions et de sentiments qui apparaissent. Le bébé est une personne, alors là un enfant. Et du coup, il y a des enfants qui réagissent mal et
Et on déteste ce petit porteur de handicap. Pourquoi? Parce que toute l'attention est portée sur lui. On est jaloux forcément, parce que c'est lui qui reçoit les bonbons, c'est lui qui reçoit les récompenses, l'attention, c'est lui qu'on dorlote, etc. Il y en a d'autres, surtout quand il s'agit d'un âge de préadolescence, c'est l'embarras souvent. C'est l'embarras, c'est la honte. On ne veut pas le montrer. Au regard de la société, au regard des amis. Tout à fait. On ne veut pas le montrer. Surtout, ça dépend aussi de la nature du handicap, mais surtout quand il est visible. Les troubles du comportement sont là. On a honte de ça. Il y en a d'autres. Par contre, ça m'a un peu marqué. Lors de mes consultations, j'ai reçu une fille qui se surinvestit avec son frère atteint d'autisme. Elle se responsabilise. Elle se responsabilise, exactement. Et elle est carrément dans l'adultification ou la parentification. Donc, elle renonce à tous les plaisirs qu'elle a. Elle renonce à toutes les récompenses et elle les donne à son petit frère qui est atteint d'autisme. Donc, à force de se surinvestir, elle a fini par s'oublier, la petite pauvre. Et donc, elle n'a plus de plaisir et elle est venue carrément avec un syndrome dépressif. La pauvre. Oui. Et ça peut conduire à une dépression chez l'enfant. Tout à fait. Parce que, adulte et on se sent incapable, on se sent inefficace face à cette chronicité et face à cette irréversibilité de ce trouble. Alors là, cet enfant. Et il y en a d'autres carrément qui se culpabilisent. Pourquoi ils culpabilisent? Parce que si j'étais porteur de handicap, j'aurais été plus, l'attention aurait été plus centrée sur moi. Pourquoi lui et pas moi? Exactement. Oui. Donc justement, le besoin de chaque enfant est différent. L'amour qu'on porte à nos enfants, c'est pas une part de gâteau qu'on va diviser en parts bien égales. Nous aimons, c'est clair, nos enfants de la même façon, mais différemment. Ça ne veut pas dire que nous aimons l'un plus que l'autre, mais on est en train de suivre leurs besoins et leur montrer qu'on est là face à leurs besoins. Chaque enfant a besoin de quelque chose bien précis, a des besoins spéciaux. Donc, pour les parents, comment faire justement pour que chaque enfant ne se sente pas délaissé, en quelque sorte? Docteur Wael. Ici, en fait, ce n'est pas uniquement lorsque nous avons un enfant qui présente une différence ou une... La rivalité dans la fratrie, ça existe depuis toujours, exactement. Depuis toujours, et dans toutes les familles, et dans toutes, c'est-à-dire les nationalités, et les cultures. Donc, ça existe depuis le temps. Après, ça revient à beaucoup de paramètres. Oui. C'est-à-dire cet adulte, comment il a été élevé, quelles sont ses croyances, quelles sont ses convictions, parce que nous sommes dans une société arabe, nous sommes dans une société maghrébine aussi. On peut valoriser le garçon, on peut valoriser le plus beau, on peut valoriser celui qui communique mieux. Donc ces paramètres, si on va les prendre en considération, on ne peut pas être équilibré sur le plan émotionnel, sentiment vis-à-vis de nos enfants. Mais par contre, ça veut dire si cet adulte, maman ou papa, a une différente ça veut dire vision et d'autres convictions, je pense que ça sera à partager actuellement de façon équilibrée. Et actuellement, je pense que les mamans ne sont plus comme avant. Elles font des recherches, elles lisent des livres, elles suivent des documentaires, s'intéressent plus sur des trucs psychologiques et tout. Et je pense que ça se corrige actuellement par rapport aux autres générations. Aux autres générations. Alors, j'en profite pour rappeler le numéro de téléphone. Alors, si vous voulez nous appeler pour nous poser des questions, partager des expériences ou tout simplement témoigner, vous n'avez qu'un seul numéro à former, c'est le 021 23 98 91, 021 23 98 91. Alors, souvent dans les familles, on ne parle pas justement de l'handicap de cet enfant. On n'en parle pas dans la famille parce qu'on sait qu'il est là, c'est pas qu'on ne peut pas en parler plus que ça. Est-ce que c'est une forme de déni? Après, pour moi, le déni, ça ne peut pas durer des années, d'accord? Le déni existe et c'est normal, c'est quelque chose de très naturel. Nous sommes face à une situation inattendue, c'est beaucoup plus ça. Donc, ça peut provoquer une angoisse, un stress, on n'a pas suffisamment de solutions, on ne sait pas comment se comporter face à cette situation différente. Donc, le déni est momentané, ça veut dire que c'est un moment, ça change d'une personne à une autre. Il y a des parents qui peuvent vivre ça vraiment longtemps et pendant des années et des mois. Par contre, il y a d'autres parents, dès qu'ils commencent à
trouver des solutions, comment se comporter, comment avancer, il commence à dépasser ce déni. Donc effectivement, le déni, c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose de paranormal. Après, que la durée du déni, qui est importante, si la durée est vraiment très longue, je trouve que ça peut même handicaper et ça peut même freiner la prise en charge et le suivi. Parce qu'une fois nous sommes en plein déni, on ne va pas penser aux solutions. On va rester comme ça bloqué sans rien faire. Voilà. Oui, docteur Mazous? Oui, je partage tout à fait le même avis que la psychologue. Donc voilà, il faut juste respecter cette étape. Et pourquoi ne pas en parler aux autres membres de la famille? Parfois c'est aussi la pression sociale. Parfois, c'est parce que l'autre nous refuse. C'est pas parce que nous, on refuse l'autre. Donc il y a aussi parce qu'il est turbulent, ne le ramenez pas parce qu'il casse la vaisselle, parce qu'il saccage les tables, parce qu'il frappe les autres enfants. À force d'être refusé, vous savez, c'est une réaction qui est tout à fait normale. Là, on demande aussi la bienveillance de l'entourage, elle est très importante. Oui, exactement. Alors souvent, les enfants qui sont porteurs d'un handicap sont surprotégés dans leur famille. Comment les préparer à ce qui les attend dans la vie? Justement, déjà avec la première étape, la rentrée scolaire, par exemple. Comment les protéger, comment les préparer plutôt, parce qu'on les surprotège souvent, on est en surprotection, on fait tout, et le jour où ils doivent justement voler de leurs propres ailes, où ils doivent déjà commencer par l'école, c'est là où on commence par la rentrée scolaire, là déjà ils sont face à des réactions, à du manque de tact, souvent il y a un manque de tact terrible, ou directement un refus, on refuse l'enfant, on le marginalise. Alors comment préparer cet enfant à ce qu'il attend dehors? Alors, tout à l'heure, on a parlé du deuil de l'enfant fantasmatique. En fait, ce qui se passe avec ce type de parents qui surprotègent leurs enfants, ils ne font pas uniquement le deuil de l'enfant fantasmatique, mais de l'enfant réel, carrément. Ils croient que cet enfant est incapable de rien faire. Il ne peut absolument rien faire. Alors, au lieu de l'aider à s'autonomiser, on fait tout à sa place. Par pitié, par méconnaissance, par mécréance, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il est capable de faire, etc. Et justement, à ce moment-là, on fait très attention aux mots. On ne dit pas « faites le deuil d'un enfant parfait ». Non, on fait le deuil d'un enfant fantasmatique, celui dont on a rêvé, mais pas le deuil de votre enfant. Il est quand même capable de quelque chose. Quand on parle surtout des troubles neurodéveloppementaux ou de handicap généralement, le handicap, c'est quoi finalement? C'est une ou plusieurs capacités qui manquent à un petit être humain. Ou bien le développement est ainsi déficitaire. Mais sinon, la totalité de la chose n'est pas l'intégrité, oui, mais la totalité, elle reste intacte. Et il y a aussi des éléments à développer, des éléments à peaufiner. Et donc, le fait de surprotéger son enfant, il va, au lieu de l'aider à s'autonomiser, va le faire régresser. Plus, voilà. Absolument. Et donc, nous invitons les parents, souvent dans nos consultations, avec les consultations psychologiques, j'imagine aussi, d'inciter les parents à travailler avec l'enfant, le stimuler et justement découvrir les capacités dans une manière ludique, dans une manière de défi, etc., de découvrir de quoi il est capable. Et à ce moment-là, on peut travailler avec l'enfant. Très bien. Alors, comment que ça se passe au quotidien, justement, avoir un enfant différent, comme on le dit depuis tout à l'heure? Comment les parents doivent gérer tout ça, gérer toute la famille, la fratrie, tout le monde, et comment, surtout qu'un enfant qui est malade ou porteur d'un handicap a besoin de soins, a besoin de plus de prise en charge. On a souvent des consultations, on a souvent des rendez-vous pour pas mal de consultations, on va dire ça en général. Comment faire face à ce quotidien, Dr Wael? Généralement, là, il faut trancher parce que généralement, quand on parle d'un enfant qui présente une difficulté, on oublie que la difficulté peut ne pas être motrice, peut ne pas être mentale. D'accord? Parfois, nous avons des enfants non-voyants. Voilà, des enfants de petite taille, très petite taille. De malformation. C'est pour ça qu'on a bien précisé enfants différents. Voilà, de malformation. Donc là, même ces enfants sont rejetés par la société et parfois par la famille. Et après, quand on voit toutes ces situations, toutes ces
toutes ces différences, je veux dire que la prise en charge et le suivi, il ne faut pas uniquement le médicaliser. Ce n'est pas seulement, un suivi ou des consultations médicales ou psychologiques. Il y a aussi le plan social, il y a aussi l'éducation, il y a aussi le mouvement associatif. Tout ça peut aider à évoluer avec cet enfant. Après, dès qu'on a un enfant qui est différent, qui présente une petite difficulté, on médicalise directement le problème. Ah, il y a uniquement, ça veut dire le médecin ou le psychologue qui peut intervenir. Ce n'est pas uniquement ça, mais aussi l'école doit aider, la société doit aider, la famille aussi doit intervenir. Parce que si on va rester uniquement avec des consultations psychologiques et des consultations médicales, la société ne va pas intervenir, ne va pas, ça veut dire gagner un peu plus de conscience, parce que nous avons une société, moi, parfois je dis terrible là, dans son comportement vis-à-vis de ses enfants qui présentent des difficultés, et parfois c'est agressif. Moi, je dirais qu'il n'y a aucune personne qui se dit « je suis à l'abri ». Parce que nous avons reçu des enfants en consultation qui ont acquis des handicaps, qui ont acquis des problèmes, une surdité après avoir après un accident, des problèmes moteurs aussi après des accidents. Donc tous ces éléments doivent intervenir pour pouvoir avancer avec les petits. Ce n'est pas seulement le médecin ou le psychologue, c'est le rôle de tout le monde. Très bien. Alors nous avons avec nous par téléphone Dr Pacha Bachir. Vous êtes psychologue. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Mounia. Comment allez-vous? Vous allez très bien? Très bien, merci. Et vous? Eh bien, tant mieux. Ça va, je vous remercie. En tout cas, moi, je suis bien. À chaque fois, je suis vos émissions. Merci. Mais là, comme il y a des fois où je travaille, il y a des fois où je ne travaille pas. Donc, comme aujourd'hui, je n'ai pas travaillé, donc je suis l'émission. À propos du thème, moi, je pense que personnellement, je pense que les parents ont un grand rôle. Et l'inconscience des parents, elle joue négativement sur le développement psychologique et social de l'enfant, sur son évolution, certainement. Alors, ce que je propose aux parents, il faut, à mon avis, en tant que psychologue, bien sûr, il faut que les parents il faut que quelqu'un motive les parents pour une bonne prise en charge psychologique. Oui. Donc, la prise en charge psychologique des parents, la prise en charge psychologique de l'enfant aussi, qui est atteint, bien sûr. Et puis, parce que la plupart du temps, quand on a un enfant qui porte un handicap, c'est le couple qui est mis en cause la plupart du temps. Oui. Et puis, ça peut dégénérer beaucoup de conflits entre le couple. Donc, c'est ça mon intervention. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et merci pour ce que vous faites, Madame Mounia. Merci pour les invités aussi. Allez, merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, oui, les parents en prennent un coup. Enfin, le couple en prend un coup justement avec ça, avec l'annonce. Donc, il y a aussi des répercussions sur le couple. Et le couple si le couple n'est pas suffisamment soudé, il risque... Alors, lors de nos consultations, en tant que thérapeute ou en tant que professionnel de l'enfant, il faut parfois oublier le couple parental et se rappeler aussi qu'il s'agit d'un couple conjugal. Oui. Donc, au lieu de se concentrer sur la fonction de ce couple, il faut se rappeler qu'ils sont mari et femme. Et à ce moment-là, on commence déjà préalablement à faire la psychoéducation. Et cet enfant, déculpabiliser, voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure, déculpabiliser, et la maman et le père. Quand on déculpabilise, on est bien, on est déjà bien, on se sent rassuré. Et il n'y a pas de reproche à se faire, il n'y a pas de menace à se faire. Parce que on entend souvent ta descendance est anormale, donc la tare vient de toi, ce sont tes gènes. C'est vrai, c'est souvent ça, c'est la faute à la maman, c'est la faute au papa. Alors que c'est la faute à personne. Exactement. C'est la faute à personne. Voilà, c'est l'union des deux qui a fait que ce petit soit mis au monde, assumons-le, mais assumons-le à deux de manière subtile et avec souplesse. C'est pas se résigner, mais c'est assumer avec souplesse et joie. D'accord. Docteur Wail? Vraiment, je rejoins le docteur pour
son avis. Généralement, les couples, une fois ils se présentent en consultation, la première question c'est pourquoi. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est né comme ça? Dans la famille, nous n'avons personne avec cette difficulté ou cet handicap. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'aurais un autre enfant avec le même problème? Est-ce que j'aurais pu changer quelque chose? Exactement. Si je n'ai pas fait ça, est-ce que c'était ça la cause? Après, parfois, nous avons des réponses. Parfois, pas tout le temps, parce qu'il y a des situations comme des souffrances néonatales et tout. On peut avoir une réponse, mais ce n'est pas la faute à un des deux parents. Par contre, on n'a pas de réponse. Il y a des parents qui insistent. Pourquoi, qui avancent beaucoup dans la recherche. On cherche le coupable. Qui cherchent le coupable. Oui. Il y a des parents qui ont avancé vers des bilans très approfondis, le conseil génétique et tout, pour savoir qui est la cause et pourquoi. Moi, je ne suis pas contre le conseil génétique ou approfondir dans les bilans, parce qu'il y a des syndromes, parfois, oui, nous avons le risque d'avoir un deuxième ou un troisième enfant avec le même problème, voilà, et le même handicap. Donc ça, oui, c'est positif, mais il y a des parents qui cherchent qui est porteur, ou qui est la raison, ou qui est la cause de la naissance de cet enfant. C'est des personnalités vraiment psychorigides qui n'acceptent pas la situation. Généralement, c'est des personnes qui sont habitués sur la perfection dans la vie, qui sont toujours à la recherche à la perfection. Il faut qu'il soit parfait, il faut que son image reste parfaite, il faut que ses enfants soient les parfaits. Avoir un enfant sans difficulté ne fait pas de lui forcément un individu qui va exceller dans la vie ou équilibré, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent se présenter plus tard. Par contre, on trouve ça souvent chez les problèmes mentaux, motrices et tout. Mais si on a un problème organique, ce n'est pas du tout le cas. Si on a un enfant diabétique, non, on l'accepte, on l'aide, on court. Oui. Pourquoi on cherche des solutions. Ça dépend de la maladie, on ne prend pas toutes les maladies de la même façon. Je vais dire beaucoup plus quand c'est organique. Si c'est un diabète, si c'est une myopie, si c'est quelque chose comme ça. S'il doit porter des lunettes, bon, c'est pas grave. Je vais dire un diabète chez l'enfant, c'est quelque chose. C'est comme quelque chose d'assez grave. C'est pas quelque chose de facile. C'est pas un enfant à prendre en charge et à élever de façon facile. Par contre, quand c'est mental ou c'est moteur, notre société n'arrive toujours pas à accepter. C'est un peu tabou, malheureusement. Est-ce que ce n'est pas le regard de la société qui joue un grand rôle? Je confirme. La société reste inconsciente, elle peut agresser des enfants directement. Et c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est des adultes qui s'adressent aux enfants en difficulté. Ne parle pas à mon fils, ne t'approche pas de lui, des trucs. Comme si c'était contagieux. Voilà, comme si c'était contagieux. Malheureusement. C'est ce que j'ai toujours répété, ce n'est pas contagieux, madame. Non. Il faut apprendre aux enfants d'accepter les autres, justement. C'est ça. Parce que cet enfant, il ne va pas uniquement, le croiser en crèche, à l'école ou au parc, mais il peut croiser partout. Il peut avoir un cousin plus tard. Vous n'avez pas d'enfant qui a un problème. Il peut avoir un enfant plus tard. Voilà, il peut avoir un enfant plus tard qui a un problème. Donc, s'accepter, c'est quelque chose de très, très important, surtout les parents. Parce que, écoutez, moi, j'ai vu des enfants qui répètent les paroles des adultes. Oui, J'ai vu des enfants qui répètent les paroles des adultes. C'est impossible que ce soit une phrase formulée par un enfant de 5 ans ou de 6 ans. C'est l'idée de l'adulte. Donc, si on introduit une idée positive chez les enfants, là, je suis sûre que notre société sera équilibrée. Moi, j'ai vécu ça déjà il n'y a pas longtemps. C'est vrai que j'ai un enfant qui présente quelques difficultés, en fait, là où je travaille. Et une fille, effectivement, elle était gênée par son comportement perturbé. Oui. Et j'ai eu la réclamation d'un papa. Il m'a dit, voilà, en fait, c'était gentil, c'était pas de façon agressive, mais il m'a dit, elle est gênée et tout. Une fois, je me suis adressée à la fille. Je lui dis, écoute, c'est comme quelqu'un qui ne voit pas, on va l'aider. Quelqu'un qui n'entend pas, on va l'aider. L'enfant présentait des troubles du comportement. Croyez-moi qu'ils sont devenus amis au bout de 24 heures. Ah bah, très bien. Mais justement, nous avons un appel avec nous. C'est Nadia qui nous appelle. Sabah al-khair, Nadia. واش راكي سافا؟ لاباس ما بخير الحمد لله والله غير سافا الحمد لله. الوغ نادية احكي لنا واش كاين؟ حبيت نسقسيكم عندي وليد بنتي شخص له عنده التوحد طيف التوحد و الحاجة الأولى
الاب تاعو شويه عنفو. داكور. هذه واحده. وثاني محسوب حبت يماه كي تروح عند المختصين يقولوا لها خدمي معاه. بصح ما يورولهاش واش تخدم. داكور. محسوب كذا كاين مضرب وين تروح هي كيما نقولوا تتعلم كيفاش تخدم مع وليدها. اذا كاين دي اسوسياسيون ولا اللي يقدروا يعاونوها ويوريو لها كيفاش تخدم معاه، سي صا. ميم كيما نقولوا تقرا باه تخدم مع لبنها. داكور. ما عليهش خاطر هاي صغيره و داكور تري بيان. هذه هي. يعطيك الصحه ناديه. وبقى على خير. Merci Nadia pour votre témoignage. Alors voilà. C'est dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'intérêt de la psychoéducation. C'est ça, instaurer une psychoéducation, c'est-à-dire montrer de manière concise, efficace, vulgarisée, simple, comment on travaille avec cet enfant. Faire comprendre le trouble, le définir, parler du pronostic de façon générale, et puis mettre sur les rails. Expliquer, analyser. Donc, il faut d'abord analyser les troubles du comportement, par exemple, comme dans ce cas, le TSA autisme. Il faut analyser les troubles du comportement, etc. Donc, avoir une idée. Justement. Où est-ce que la maman peut se diriger pour pouvoir aider son enfant, justement, parce qu'elle est un peu démunie, elle ne sait pas comment aider son enfant. Est-ce qu'il y a des centres ou associations? On a vu une association dans le reportage tout à l'heure, dans le reportage de Farida Ben Muslim. Est-ce qu'il y a des structures justement où on peut se présenter? Des structures, des structures, on va dire, dédiées à ça, uniquement à ça, au TSA uniquement, au TADA uniquement, je ne crois pas. Mais du handicap de façon générale, oui, il y en a. Mais c'est aux professionnels de la santé, à celui qui diagnostique. C'est celui qui a diagnostiqué, il est dans l'obligation déontologique d'orienter et de mettre le parent sur les rails. D'accord. Alors pour Nadia qui nous regarde, إذا الطبيب اللي قال لها باللي عطلها التشخيص فوالا اكزاكتومون هو اللي يقول لها وين لازم تروح وين لازم تروح باش يعاونوها تعاون وليدها. Voilà, c'est juste pour expliquer la situation, pour répondre à la question. Bien sûr. Justement pour étayer en plus la réponse, nous sommes une discipline, une spécialité multidisciplinaire. C'est-à-dire, nous ne sommes pas les seuls acteurs dans ce cercle. Il y a aussi les psychologues, les orthophonistes, il y a les éducatrices dans les crèches, etc. Donc, il faut faire bouger tout le monde et faire prendre conscience tout le monde par la nature du handicap et les solutions à donner. Justement, donc là, il faut revenir à l'annonce de diagnostic. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, l'annonce de diagnostic, sans qu'il y ait une guidance et une orientation des parents, ça ne sert absolument à rien. Après, même l'annonce de diagnostic, il y a bzaf l'explication. On explique bien aux parents qu'est-ce que c'est. Parce que là, généralement, parce qu'elle a dit un mot qui a attiré mon attention, généralement, lorsque les gens viennent, ils disent, par rapport au trouble du spectre autistique, il a taïf tawahud. Et ce mot donne une idée aux parents qu'il s'agit de quelque chose de léger qui ne ressemble pas aux autres problèmes d'autisme. Alors que ce n'est pas du tout ça, parce que quand on parle, c'est-à-dire d'une maladie, par exemple une maladie, c'est un tableau clinique qui est défini par quelques symptômes, et c'est ça. Donc ça, c'est la maladie. Après, quand on dit un syndrome, un spectre autistique, ça veut dire que nous sommes dans un ensemble de symptômes. Donc, taïf tawahud ne banalise pas le diagnostic. Donc ça, c'est de 1. Donc c'est autiste. Et de 2, c'est l'orientation et l'annonce de diagnostic qui sont très importants. Voilà. Et tout Il y a des polycliniques dans chaque région, en fait, pour répondre aussi à Nadia, des polycliniques où il y a toutes les spécialités. D'abord, elle commence certainement par avoir un pédiatre, ça dépend de l'âge de l'enfant. Après, le pédiatre va l'orienter dans cette polyclinique, la spécialité dont elle en a besoin. Et elle va recevoir non seulement un suivi psychologique, et même s'il y a d'autres spécialités, il y a tout au niveau des polycliniques. Ah bah, très bien, merci Wahida. Et tout de suite, nous passons justement à la rubrique de Wahida. Wichab.
Alors? Oui, ouais. On va jouer un petit quiz. Généralement ou souvent, surtout vous, les professionnels, vous entendez des petites idées reçues, des petites informations qu'on doit souvent corriger aux parents ou bien aux patients. Donc aujourd'hui, on va faire un petit quiz vrai ou faux de certaines informations. On commence tout de suite par la première. Donc les personnes avec autisme souffrent fréquemment d'hypersensibilité sensorielle. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Près de 90% des individus avec troubles du spectre de l'autisme présentent des altérations sensorielles et c'est ce qu'elles, en fait, ils ressentent doublement ce qu'une personne, si je peux dire non, ça comme ça normal ressent, et c'est effectivement vrai. Il y a autre chose, le vitiligo, donc touche plus les femmes que les hommes. Le vitiligo, c'est le bras en arabe. Voilà, mais on ne sait jamais. Taches brunes. Oui, Michael Jackson, voilà. Oui, aussi. Donc, il paraît que ça touche plus les femmes que les hommes. Vrai ou faux? Je crois que le sexe ratio est le même. Exactement. Donc, c'est faux. Cette affectation de la peau provoque des taches et des petites pigmentations, comme on a vu sur la photo. Oui. Elle touche autant les hommes que les femmes. Donc, c'est pas vrai les femmes plus que les hommes, peut-être parce que les femmes, elles s'assument plus. Et surtout en ce moment. Voilà. Oui. Pourquoi, Mounia? Pourquoi surtout en ce moment? Surtout en ce moment, avec les top modèles qui sont atteints de vitiligo, qui ne cachent plus leur... ça a corrigé quand même beaucoup d'idées de société. Voilà, exactement. C'est très positif. Exactement. Voilà, et du coup, on se met de plus en plus à chercher, à se dire, avant on se disait peut-être c'est des allergies, peut-être c'est... on a dû utiliser une crème ou un produit qui nous a créé ça, mais non, on est avec le vitiligo et ça nous a ouvert les esprits et les yeux. Et on peut être beau même si on est différent. La preuve. D'entrée des reçus, c'est de prendre le bin avec les sardines. Oui. Sinon, il faut des tâches, t'as le baras. Oh là là. Nos grand-mères nous disaient à chaque fois, ne mangez pas le poisson à le bin. C'est vrai, sinon il faut le baras. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'est-ce qu'on n'a pas cru quand on était jeune. Donc il y a aussi les maladies rares concernent peu de personnes. Vrai ou faux? Je dirais ça dépend de la maladie. Ça dépend de la maladie, oui, mais les maladies rares, finalement, ne sont pas si rares. C'est par rapport à la prévalence dans la population. Et c'est faux. Voilà. C'est faux. Pourquoi c'est rare? C'est pas parce que les gens contaminés sont rares, mais c'est les recherches qui sont vraiment rares concernant cette maladie. Il faut savoir qu'il y a entre 6 000 et 8 000 maladies rares dans le monde, ce qui représente entre 6 et 8% de la population mondiale. Donc, elles ne sont pas aussi rares que ça. Les gens sont malades, mais c'est les recherches concernant cette maladie qui sont rares. Et on a tendance à se dire, mon fils ou ma fille ou quelqu'un dans ma famille a une maladie rare. Ah, ça touche une personne sur 1 million. Non, c'est pas vrai. C'est les recherches concernant cette maladie qui sont vraiment rares. Donc, il y a aussi, les sourds sont aussi muets. Vrai ou faux? Moi, j'ai la réponse, mais bon, je ne vais pas répondre. Les sourds, ils sont aussi muets. Pas forcément. Pas forcément, exactement. Souvent, c'est le cas. Eh bien, c'est faux. Et souvent, c'est le cas, mais quand on a... Est-ce que c'est acquis ou c'est congénital? Voilà. Ça peut arriver. Excusez-moi, j'ai entendu l'inverse. Les muets sont souvent sourds. Non, les sourds sont souvent muets. Eh ben, moi, j'ai été surprise d'apprendre ça. C'est qu'ils savent très bien parler, juste comme ils n'entendent pas leur bagage. Absolument. Ils n'ont pas de bagage. Ils n'arrivent pas, ils ne connaissent pas les mots, ils n'ont pas de bagage. Et ils sont un peu complexés de leur voix. Parce que réellement, l'appareil phonatoire est intact. Voilà, exactement. Donc, ils ne font pas l'effort. Ils se disent, voilà, on n'entend pas. Ils ont peur de notre réaction. Ils n'ont pas de bagage, réellement. Parce qu'on enregistre. Oui. Après, on émite. Après, on utilise. Justement, si on n'enregistre pas, c'est-à-dire la première opération n'a pas été effectuée. Après, si on corrige, c'est-à-dire l'audition, on commence à avoir un petit bagage, on commence à imiter, on commence après à utiliser dans le contexte qu'il faut. Et est-ce que s'ils prennent, j'allais dire des cours de... C'est les orthophonistes qui font la prise en charge. Avec les orthophonistes, est-ce qu'ils peuvent acquérir des mots? Bien sûr, si l'audition a été corrigée. C'est-à-dire s'il s'agit d'un implant ou des appareils carrément qui corrigent le seuil auditif de l'individu ou de l'enfant, et si la prise en charge a été précoce aussi, un bas âge, oui, ils peuvent parler, je vais dire pas à 100%, mais il y a des personnes, on se rend compte vraiment tardivement qu'ils sont sourds. Oui, c'est pas dès la première communication et la première impression. C'est vrai. J'ai même lu un petit témoignage des parents parlant de diagnostic. L'enfant n'entendait pas, il était sourd et on l'a diagnostiqué autiste, et avec l'âge justement, on s'est rendu compte qu'il était sourd et non pas. C'est la raison pour laquelle il faut faire des examens, des examens complémentaires pour éliminer tout ce qui est organique
Après, on va passer à plus. Même si nous sommes sûrs, ça veut dire d'un diagnostic d'autisme, on doit éliminer les atteintes organiques. Oui, c'est très important. Donc, on va parler du sixième sens. On entend souvent parler du sixième sens. Voilà. Et souvent, c'est les femmes qui sont... On dit que les femmes ont un sixième sens. Oui, et on dit aussi que les personnes aveugles et non-voyantes ont un sixième sens. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je dirais vrai. En fait, ça fait partie de la culture populaire. Nous entendons souvent que le sens de cette personne, il a évolué, il est plus développé que le nôtre. Eh bien non, c'est pas forcément vrai. Tout simplement, ils apprennent en fait, ils apprennent à vivre. Des mécanismes d'adaptation. Voilà, ils apprennent à vivre avec leur maladie ou avec. En fait, une fois qu'ils acceptent leur maladie, ils vont trouver d'autres solutions pour pouvoir s'adapter. C'est développer des mécanismes d'adaptation. Oui. Voilà. Pour mieux comprendre leur entourage. Exactement, donc ils utilisent le toucher, ils utilisent plus le toucher, l'odorat, voilà. Et après, même le cerveau, il est magique. Hein. Quand on n'a pas une capacité, il commence à renforcer une autre capacité. On trouve souvent que les personnes qui sont myopes, qui ont un problème visuel, je ne vais pas dire non-voyant, myope, ils entendent mieux. C'est pas parce qu'ils ont un seuil, ça veut dire plus élevé ou une capacité meilleure. Leur cerveau s'est adapté. Voilà. Mais par contre, ils prêtent plus attention à leur audition, ils se concentrent auditivement plus qu'ils se concentrent visuellement. Donc même le cerveau, il s'entraîne en quelque sorte. Magique. Voilà. Mais tout dépend du sens atteint. Par exemple, quand il s'agit de l'odorat, quand le goût il est forcément altéré. Par exemple, quand on se bouche le nez, on a une aiguisie. Donc ça dépend aussi de la partie du cerveau concernée. Très bien. Donc, on va parler d'épilepsie. Donc, c'est un trouble du système nerveux central, vrai ou faux? Oui, je ne sais pas. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire. Je ne sais pas. J'avais eu la tête baissée, donc je n'ai pas vu ce que vous avez. Ben oui, effectivement. Donc, l'épilepsie est un trouble neurologique qui déclenche une activité cérébrale anormale, mais il ne s'agit pas d'une maladie mentale. Tout à fait. Oui, bien sûr. Tout à fait. Voilà, Par contre, ça peut créer des ralentissements. Exactement, justement. Vous pouvez expliquer ça? Surtout, j'essaie d'intervenir vraiment, surtout si, c'est-à-dire la prise du traitement n'a pas été, c'est-à-dire l'enfant n'a pas commencé à prendre son traitement, surtout lorsqu'on est enfant, si nous sommes en pleine phase de développement du cerveau, parfois les parents, ils pensent que le traitement n'est pas bon pour leur enfant, donc ils laissent l'enfant sans traitement, et nous on dit que madame, vous êtes en train d'épuiser le cerveau, ou monsieur, vous êtes en train d'épuiser le cerveau, il faut qu'il prenne son traitement, parce que moins il convulse, moins on conserve les neurones. Donc ça, c'est vraiment un point important que tout le monde doit comprendre. L'épilepsie, c'est généralement une maladie chronique, la prise du traitement, c'est à vie, et c'est pas une décision, c'est pas un choix. C'est une obligation. Et même si l'enfant ne fait pas de crise... il y a d'autres formes d'épilepsie, comme les absences. Parce que parfois, les parents ils se disent oui, mais ça fait 1 an qu'il n'a pas fait de crise, donc j'arrête le traitement. Et c'est il y a uniquement l'électroencéphalogramme qui décide, c'est le jet. Si le jet est correct, c'est le neurologue qui décide après, ou même le psychiatre. Par contre, si l'électroencéphalogramme est perturbé, non. Même si on n'a pas de grand mal, on n'a pas de convulsion, ce n'est pas correct, oui. Donc il faut toujours... Après, Non, mais généralement, avec les recommandations récentes, généralement, on ne traite pas un EEG, on traite une clinique. Donc même si l'EEG est normal, alors qu'il y a une clinique parlante, il y a des absences ou des crises grand mal. On traite, même si on voit des convulsions et que l'EEG est normal, on traite. Et l'inverse, si on tombe fortuitement sur des EEG pathologiques, entre guillemets, et la clinique, il n'y a absolument rien, on ne traite pas. Donc, ce sont les nouvelles recommandations. Bon, après, c'est le neurologue, comme a dit la psychologue, c'est au neurologue de décider d'instaurer ou de poser. Et ce n'est pas aux parents de dire non, je donne pas, c'est pas obligatoire. Le traitement. Il faudrait que les parents apprennent cette culture qu'on ne négocie pas avec. Même si on connaît très bien. On ne badine pas avec les traitements, surtout quand il s'agit de maladies assez lourdes. Exactement. Et souvent, on trouve sur Internet, voilà, le médecin m'a donné tel médicament et je ne sais pas, j'ai pas envie de donner. Est-ce que vous avez un avis? Internet n'est pas un médecin, s'il vous plaît. Voilà, je suis entièrement d'accord.
Voilà. Tout le monde peut dire ce qu'il veut sur Internet, c'est pas des sources officielles. Tout à fait. Et même Google, on va pas, c'est pas des sources officielles. Oui, exactement. Ce qui marche sur moi ne peut pas spécialement marcher sur Mounia ou quelqu'un d'autre. Donc malheureusement, on trouve de plus en plus de personnes qui vont vers ces informations qui ne sont pas spécialement correctes. Et ça moi, je rêvais d'être médecin et je vais diagnostiquer et me permettre de faire ça. Non, je plaisante, moi je ne ferai jamais ça, mais il y a des personnes qui le font et c'est vraiment... C'est le premier réflexe qu'on a quand on apprend une maladie ou quoi que ce soit, et surtout si on a en face de nous un spécialiste qui ne nous donne pas suffisamment d'informations ou si on a été choqué sur le coup et du coup on n'a pas tout assimilé, on prend que la maladie ou le nom. J'aimerais bien... Et puis après on va voir sur Internet pour dire non, c'est tout ça, c'est pas vrai. Oui. N'est-ce pas? Oui, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez dit et est extrêmement intéressant parce que lors de l'annonce du diagnostic, il faut s'attendre à ce que les parents soient sidérés, carrément en perte de connexion. Donc, ils sont plus connectés avec vous. Il ne faut pas se lasser de répéter et d'expliquer lors des prochaines visites ou prochains rendez-vous. Donc, il faut toujours réexpliquer et vulgariser et simplifier. Et leur demander de ne pas aller voir sur Internet. Oui. Par contre, on peut leur demander moi, je dirais aux parents, consultez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois chez un professionnel. Oui. Allez-y voir. Voilà. Allez-y voir 10 médecins, 10 psychologues. Vous pouvez consulter 100 fois. Je ne suis pas contre, mais ne demandez pas. Le problème, c'est que sur Internet, il y a la personne qui pose la question. Après, il y a des milliers de personnes qui répondent. Qui ne sont pas spécialistes. Et le problème, c'est que chaque enfant est différent. Même si une maman, elle va dire oui, mon enfant, il a la même chose, et voilà ce que m'a dit le médecin. Mais il a peut-être la même chose, mais peut-être que son enfant est complètement différent de l'autre enfant. Et à chaque enfant, sa spécificité, à chaque enfant, son traitement, et à chaque maladie aussi, son traitement. Entièrement d'accord. Oui, Wahida. Oui. Moi, j'ai un petit rêve que je rêve, je suis une utopique un peu. Moi, je rêverais que, par exemple, dans une classe où quand on inscrit son enfant, l'école fait un petit effort en faisant une petite réunion avec les parents des élèves de cette classe, en les sensibilisant, en les informant qu'il va y avoir une personne différente dans la classe, en apprenant à leurs enfants, à leur tour, qu'il va y avoir un enfant différent, qu'on explique la différence et qu'on prépare déjà l'enfant psychologiquement à aller voir quelqu'un de différent en classe et l'accueillir le tout normalement du monde. Moi, je rêverais vraiment de ça. Oui, de sensibiliser. Déjà, ça commence à la maison avec les parents. Oui. L'éducation, dès qu'on est tout petit, on peut déjà très bien expliquer, dès que l'enfant est déjà tout petit, on peut très bien expliquer à l'enfant que voilà, tout le monde ne te ressemble pas, il n'y a pas que des filles, par exemple, quand on n'a que des filles à la maison, les filles ne savent pas qu'il y a des garçons, surtout si elles ne sortent pas. Et donc il y a des filles, il y a des garçons, il y a des personnes comme ci ou comme ça, et tout le monde est différent, et tout le monde ne réagit pas forcément de la même façon, mais il faut être gentil avec son prochain, il faut être correct avec son prochain, il ne faut jamais agresser qui que ce soit. Ça commence déjà à la maison? Oui, ça commence à la maison, oui. Je suis entièrement d'accord. Nous avons vu des enfants en CP, en grande section, qui trouvent le contact. Ça veut dire un garçon qui trouve le contact très difficile avec les filles. Oui. Est-ce qu'on doit aussi faire une réunion pour ça? Non. Donc, ça commence à la maison. Si on apprend à l'enfant que oui, on peut avoir des camarades de filles en classe, c'est normal si je le laisse. Après, dans notre société, c'est-à-dire, je vais prendre cet exemple qui ne va pas parler de la différence ou de l'handicap. Dans notre société, le garçon, dès qu'il commence à pousser un tout petit peu, on commence à lui dire « Inta rajul ». Donc, il commence à voir l'autre sexe différemment. La fille, dès qu'elle commence aussi à pousser un petit peu, les parents commencent à dire « Inta mara ». Donc, la fille, elle se voit différente par rapport au garçon. Une fois en classe, on a un problème de communication, d'intégration, Il faut savoir parler à son enfant sans forcément le mettre dans une case. Exactement. Et voilà. Donc là, déjà, on a un problème. Si on approfondit, c'est plus compliqué. Voilà. On en parlera peut-être dans une autre émission, Inch'Allah. Maintenant, c'est la fin de l'émission. C'est déjà passé. Ça passe très vite, n'est-ce pas? Avant l'émission, on le disait avant l'émission, ça passe très vite. Alors, merci encore une fois, docteur Kautal Mazous. Vous êtes pédopsychiatre. Merci
merci pour votre participation. Docteur Hanan Wael, vous êtes psychologue, merci pour votre participation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Wahida, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à 10h30. Même heure, même plateau, même chaîne, exactement. Donc on vous donne rendez-vous demain à 10h30. Demain, c'est le mardi. Le mardi, c'est à 10h30 et jusqu'à 11h30. Ça sera toujours en direct et vous pouvez toujours nous appeler. On est là pour vous écouter. Prenez soin de vous, de votre famille et bonne journée à vous. Au revoir.